Pour une broutille, il m'a plaqué contre le mur et a levé le poing sur moi. C'est le genre de regard qu'on n'oublie pas, c'est le genre de regard que peu de personnes peuvent avoir, c'est je vais la tuer. Tu te rappelles de la première fois où ces violences ont commencé? C'était des crises de colère de temps en temps, des caprices, de la susceptibilité. Il y a eu aussi le fait de m'isoler tout doucement de ma famille aussi. Et la fin de cette relation, comment va se passer? Il a perdu son alternance, il a réussi à se faire embaucher dans la même boîte que moi. L'emprise, je le compare vraiment au fait qu'on nous pompe notre propre lumière pour injecter du venin. J'ai même tenté de mettre fin à mes jours suite à ça. Retrouver l'envie de se lever le matin, donc c'est vraiment des étapes que je m'affirme de mon côté pour ne plus rencontrer d'hommes comme ça. C'est pas figé en fait, on peut évoluer, on peut récupérer et reprendre confiance et dire que ça arrive. Dans l'autre sens aussi, les femmes peuvent être aussi maltraitantes. C'est pas d'en faire une victime non plus, c'est pas le but, mais juste de l'entendre et d'être présent en fait. J'essaie de recommencer une nouvelle vie. Bonjour et bienvenue pour un tout nouvel épisode de Memento Fragment. Et aujourd'hui, la thématique, ce sont les violences conjugales. Et notre invitée du jour, elle s'appelle Julie Buisson et en 2006, elle a subi des violences physiques, des violences psychologiques. Elle va vous raconter son histoire, mais surtout comment se sortir de ce type de relation et comment se reconstruire juste après ça. Et juste avant de passer en tête-à-tête avec Julie Buisson, il existe plusieurs numéros si vous êtes victime de violence. Le premier, c'est le 115, le numéro d'urgence sociale, et le 3919, le numéro national destiné aux femmes victimes de violence. On met bien sûr toutes les informations en description, que ce soit en podcast, mais également sur cette vidéo YouTube. Maintenant, on vous laisse en tête-à-tête avec Julie Buisson qui a voulu libérer la parole sur la violence physique, mais pas que. C'est parti. Julie, bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Tu as voulu parler de ce qui t'est arrivé, tu voulais libérer la parole et aussi conseiller les personnes pour qui ils ont pu vivre des violences physiques, mais pas que. Juste avant de parler de ce qui t'est arrivé, elle était comment la Julie en 2005, avant que ces violences commencent? J'avais 19 ans. J'étais quand même une jeune femme renfermée, mais qui avait des rêves. En 2005, j'avais passé un bout d'été à Londres. Donc oui, plein de rêves dans la tête, même si j'étais quand même quelqu'un de renfermé, timide et qui n'osait pas trop effectivement nouer des liens avec qui que ce soit. Comment ça a débuté avec cet homme-là? La rencontre, le début de la relation? C'était 2 gamins perdus qui se sont rencontrés. Moi, ma mère refaisait sa vie. On avait déménagé de là où j'avais grandi. Elle a emménagé avec un autre homme. Donc, perte de repères, nouvelle vie. Et lui, ses parents étaient séparés également. Donc, vraiment 2 gamins perdus qui se sont retrouvés l'un dans l'autre, je pense, et qui ont essayé d'avancer ensemble malgré les difficultés. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Comment tu te rappelles de la première fois où ces violences ont commencé? Ça s'est vraiment fait tout doucement. C'était des crises de colère de temps en temps, des caprices, de la susceptibilité. Ça s'est vraiment fait tout doucement et je me souviens d'une scène, on a commencé à sortir ensemble au mois de mars et c'était, je pense, en décembre, où là, effectivement, pour une broutille, il m'a plaqué contre le mur et a levé le poing sur moi. Et à ce moment-là, tu te dis que c'est irréaliste? Qu'est-ce que tu te dis à ce niveau-là, à ce moment-là, quand tu es plaqué contre le mur? Il y a eu un choc effectivement et je me suis posé la question si je devais rester avec lui. Donc il y avait effectivement les sentiments amoureux qui étaient là. Mmh. Il y a quelque chose qui s'est passé dans mes sentiments, il y a une prise de recul. Malgré tout, je suis restée, enfin voilà, sans vraiment savoir pourquoi, mais je suis restée. Et avant, tu parlais qu'il pouvait être susceptible, qu'il faisait des crises. Est-ce que même avant, il y a eu des menaces, il y a eu des menaces psychologiques, ou à part ces prises de bec, ces crises, ça allait bien? Non, c'est avec le recul, il y a eu, ce qu'on appelle effectivement l'emprise qui s'est installée tout doucement. C'était aussi des mots comme, «Tu es feignante, tu es bonne à rien». Il y a eu aussi le fait de m'isoler tout doucement de ma famille aussi, D'accord. à me dire que ils s'en foutaient de moi, qu'il y avait que lui qui était important, il y avait que lui qui m'aimait. Donc ça s'est vraiment fait tout doucement. La violence psychologique aussi,
toute douce. Vraiment, ça se fait tellement de manière, lente qu'on ne se rend pas forcément compte Qu'est-ce qu'il de ce faisait, qui se par passe. exemple? Quand tu parles de violence psychologique, c'était quoi comme type de violence psychologique? Bah, c'est ça, c'est vraiment de dire, «Tu nul, t'es Ouais, bonne à c'est ça, en rien, fait, hein. t'es feignante» et de dire qu'il y avait que lui qui m'aimait, en fait. Il y avait que lui qui était là pour moi, et donc on finit par le croire. Est-ce qu'un jour tu t'es dit, surtout suite après cet épisode, même si tu restes, est-ce que tu t'es dit un jour: «Ma vie est en danger, il peut y avoir la fois où, c'est la fin pour moi»? À ce moment-là, non. À ce moment-là, jusqu'au mois de, décembre, janvier, non, j'avais pas cette, réalité-là. Même s'il était parti un mois, il était parti une semaine fin décembre, en vacances et que j'avais pas envie qu'il revienne. J'avais peur qu'il revienne quand même. Est-ce que tu vas porter plainte? Après tout ça, je suis allée au commissariat. Je OK. voulais simplement déposer une main courante, sauf que, j'ai demandé, donc c'était une policière qui était là, elle m'a dit que, je pouvais déposer une main courante, mais je crois que c'est le procureur qui décide de transformer en plainte si c'est nécessaire et je me suis dit, vu ce qui s'était passé, que ça passerait en plainte et j'étais pas prête à passer ce cap-là. Et comment se déroule la suite de cette relation? C'était mi-décembre effectivement, 1er geste violent. Fin décembre, il part une semaine en vacances et là, j'ai peur qu'il revienne, j'ai pas envie qu'il revienne OK. et je me rends compte, moi, que pour moi, c'est fini. Sauf qu'à ce moment-là, j'enchaînais les CDD, j'étais entre 2 CDD, donc pour partir, c'était compliqué. Février arrive et là, on va dire que c'est un peu le déclic, qu'il est temps de partir. Tu es entouré à ce moment-là? Tu disais que tu étais quelqu'un de plutôt réservé, qui était dans son coin. Tu avais des amis à qui en parler? Tu avais des proches, Non. ou tu étais vraiment toute seule, hein? Non, mais je me sentais seule. Je vivais au Mans à ce moment-là, mais ma famille n'habitait il y avait personne dans le coin. Ouais. Je connaissais personne et voilà, comme je disais, il avait fait aussi le vide autour de moi où il m'avait convaincue que de toute façon, j'avais personne sur qui compter et non, je me sentais prisonnière, en fait. Je savais pas à qui en parler et surtout quoi dire. Je savais pas si c'était normal aussi. J'étais jeune, c'était la Oui. première vraie relation, si je puis dire. Donc j'étais perdue, je savais pas trop quoi faire. Et la fin de cette relation, comment va se passer? C'était fin février, un samedi soir, je me souviens encore très bien. Donc 2 mois après, le premier coup. C'est ça et il avait perdu une chaussette, broutille. Et il pensait que je l'avais planqué ou perdu ou je ne sais quoi. Donc paranoïaque en plus. Oui, certainement. Et tout ce dont je me souviens, c'est qu'effectivement, il commençait à monter dans les tours et sans savoir, comment, je me suis retrouvée à l'autre bout de l'appart par terre. Lui sur moi, à essayer de m'attraper la gorge. Donc moi, je l'ai attrapé par le collier, en fait. Les grosses chaînes, Oui. que les hommes peuvent avoir. J'ai essayé de le tirer sur le côté pour le faire, lâcher. Donc la chaîne a pété, donc ça l'a fait, arrêter. D'accord. Mais c'est surtout, en fait, le regard qu'il a eu à ce moment-là qui, c'est le genre de regard qu'on n'oublie pas, c'est le genre de regard que peu de personnes peuvent avoir, c'est, «Je vais la tuer». Quand j'y pense, effectivement, ce regard me perturbe encore parce que c'est vraiment la mort, la destruction que je voyais dans son regard à ce moment-là. La mort, la haine, Ouais. Puis ses mains, voilà, tendues vers moi, oui, c'était, donc tu pars? donc ça, c'était le samedi soir. Donc voilà, il a lâché, prise et puis on est passé à autre chose. Le lendemain, le dimanche, j'étais encore dans un état second. C'est normal? Le lundi, je suis allée dans un organisme qui s'appelait à l'époque le CIL Mmh. parce que j'avais donc me dit: «Il faut que je parte». Donc je suis d'abord allée les voir parce qu'il me fallait un garant pour un appartement et le CIL proposait de se porter garant. Fallait juste que j'ai un papier comme quoi, j'étais hébergée. Ouais. Donc j'ai fait moi-même le papier, à son nom à lui pour me dire qu'il m'hébergeait pour pouvoir trouver un logement par la suite. Le mardi, je visitais mon premier logement, le mercredi, je visitais un deuxième logement, je signais mon bail et je commençais à déménager. Pendant qu'il était pas là? C'était prévu comme ça. J'avais commencé effectivement pendant qu'il était au travail et le mercredi soir, il me lance: «On va au McDo ce soir». Je fais: «Bah, avec quel argent?» Il me fait: «Bah, avec le tien». Et là, c'était un peu la encore plus la goutte d'eau. Je fais: «Bah, non, mais c'est mort». Je sais plus après trop la conversation, mais je lui ai annoncé quand même que je partais. Et pourquoi il dit avec ton argent? Il avait plus d'argent du tout? Il utilisait lui son propre argent pour s'acheter, console, télé, de la drogue, et j'en passe.
Ok, donc voilà, ma copine, elle a de l'argent, donc elle va m'offrir ce que Enfin, je veux, quoi. peu, mais oui. Oui, non, mais voilà, c'est une autre forme d'emprise, en fait. Oui, c'est ça. Donc tu pars, Oui, donc oui, le 1er mars. J'ai mon appartement, j'emménage, quasiment toute seule. Il y a juste une copine qui est venue m'aider une demi-journée. ouais. Je recommence, j'essaie de recommencer une nouvelle vie. Est-ce que lui, il te suit? Est-ce qu'il va te harceler, du fait pour pouvoir te récupérer? Parce que là, tu es plus sous son emprise, donc pour lui, Bah tu lui échappes? bah, bien sûr, déjà quand je lui ai dit que je partais, il était en pleurs: «Mais je t'aime, je suis désolée, ne Oui, pars enfin là, on parle pas, quand même de machin». de de coups, d'autres Ouais. choses. Ouais, mais lui n'en avait pas conscience OK. et oui, donc effectivement, c'est, du harcèlement, par téléphone. Il menace de se suicider. Il arrive à choper ma nouvelle adresse et je le retrouve des fois devant chez moi. OK. Il était en alternance, il a perdu son alternance. Il a réussi à se faire embaucher dans la même boîte que moi et ouais, enfin c'était, je savais pas comment m'en dépatouiller et puis, phénomène apparemment assez fréquent d'après les psys, je me suis remise avec lui quelques jours OK. pour mieux repartir après. Et Mais, pendant le fait où tu t'es remis avec lui, c'était comment? Avec tout ce qu'il t'a fait subir? j'avais peur, mais en même temps c'était rassurant. Enfin je sais pas, c'est le De pas être seul? bah, il était là, effectivement, Ouais. c'était malgré tout, pour moi, c'était le sentiment que j'avais que c'était la seule personne sur qui je pouvais compter malgré tout. Mmh. Mais je me sentais pas en sécurité non plus. Enfin voilà, on sait pas trop ce qui se passe dans la tête, quand c'est C'est comme assez ça. contradictoire, en fait. Il y a un côté C'est où tu veux ça. pas être seul et d'un autre côté où tu as peur de lui. Est-ce que pendant cette période ça a duré combien de temps cette période où vous êtes remis ensemble? Oh, quelques jours. OK. C'était Est-ce qu'il a cette remis la main sur toi à ce moment-là? non, OK. Et donc ensuite tu le requittes. oui. Pareil, il se remet en pleurs, enfin Oui, il pareil. C'est toujours les mêmes scènes qui voilà, qui se répètent encore et encore. Je me dis: «Reviens, je suis désolée». et après comment tu te reconstruis? Comment tu renais après ces épisodes, de d'attaques physiques, d'emprise, comment tu fais? C'est long parce qu'il faut d'abord prendre conscience que, on n'est plus soi-même. L'emprise, je le compare vraiment au fait qu'on nous pompe notre propre lumière pour injecter du venin. J'étais une coquille vide après, littéralement. J'ai même tenté de mettre fin à mes jours, suite à ça. Donc pas d'autre choix, quand on quitte l'hôpital d'avoir un suivi psychiatrique et je me suis rendu compte que ça pouvait être une aide. Donc c'est de prendre conscience de beaucoup de choses, mais c'est surtout déjà de retrouver l'envie de se lever le matin, donc c'est vraiment des étapes. C'est déjà de renourrir l'intérieur et d'avoir envie de se lever et donc c'est de la thérapie, j'ai fait de l'hypnose, OK, mais ensuite on se rend compte que le mal a tellement été profond qu'il y a plein de choses à réparer. C'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi. Effectivement, on retrouve goût à la vie, on reprend confiance. J'ai pris aussi conscience que, ces violences-là étaient du fait de ma responsabilité aussi. Non pas que j'étais coupable d'eux, que j'avais provoqué, mais que, il avait vu cette faiblesse et qu'il en avait profité et d'accord. donc il fallait moi que je m'affirme de mon côté pour ne plus rencontrer, d'hommes comme ça. Ça met combien de temps, pour, que tu ailles même un peu mieux? Ça se compte en mois, ça se compte en années? Ça se compte en années. Je pense que quand j'ai rencontré mon ex-mari, ça allait déjà beaucoup mieux. OK, Donc c'était, 4 ans après, 3-4 ans après et lui m'a aussi aidée à me reconstruire. J'ai repris confiance aussi, mmh. même si faire rentrer un homme dans ma vie m'a donné, des crises d'angoisse. Bah, c'était ma question d'après, c'est comment quand tu vis ça, tu vis de telles violences psychologiques, physiques, comment tu fais pour faire rentrer quelqu'un dans ta vie après? Bah, mon corps, lui, s'est mis en alerte déjà direct. C'était des crises d'angoisse, des crises de panique au début de notre relation. Donc je lui ai expliqué, il a été compréhensif et c'était surtout ça, en fait, c'est sa réaction à lui, d'être dans la compréhension et d'être dans la bienveillance qui m'a permis d'apprendre à faire confiance aussi. Mmh, Avec le recul, j'étais dans une relation aussi où j'ai pris les rênes, j'ai contrôlé et ça m'a permis de me rassurer et de reprendre confiance encore. La confiance, c'est très long à reprendre. ça t'a fait du bien, du coup, Ouais, de prendre le lead, de prendre les rênes? ouais, tout à fait. Et j'imagine que cet épisode, avant ton ex-mari, tu lui en as parlé? Oui, pas enfin dans les grandes lignes, Oui, dans bah, dans voilà, dans mais oui, dans dans oui. les grandes lignes et comment il réagit face à ça?
Bah, disons que voilà, c'est le côté un peu instinctif de protéger, Mmh. il a envie de lui péter la gueule. Il a envie de ouais, de se venger pour moi en quelque sorte. Donc ça le prend aux tripes et il a cette envie de me protéger aussi. Cette histoire date d'il y a 20 ans maintenant. Oui, Heu, pile Qu'est-ce poil. qui t'a faut avoir le courage quand même pour parler de tout ça, de ce qui t'est arrivé. Qu'est-ce qui t'a poussé, motivé aujourd'hui à en parler ici, au grand public? Bah, pour dire que, effectivement, on peut nous arriver des choses comme ça, violences psychologiques, physiques. Les 2 sont il y a pas l'une qui est pire que l'autre, hein, les 2 sont aussi, destructrices. C'est pas figé, en fait. On peut évoluer, on peut récupérer et reprendre confiance. De réaliser que des expériences comme ça, c'est une occasion de renaître et de recommencer, mais autrement. Je sais qui j'étais avant. Il y a la Julie d'avant, la Julie d'après. La Julie d'avant était renfermée, pas confiance en elle, ne s'affirmait pas Mmh. et aujourd'hui, ça m'a permis de voir les choses différemment et de vivre aussi différemment et d'être différente. Qu'on peut toujours évoluer, donc bien sûr se faire aider. Donc déjà aussi pour libérer la parole et dire que ça arrive. Dans l'autre sens aussi, les femmes peuvent être aussi maltraitantes. Quel, conseil tu donnerais aux proches d'une femme ou de quelqu'un, de façon plus générale, victime de violences? Si des proches constatent qu'une personne vit des violences, c'est déjà d'être présent. Peut-être que la personne ne vous écoutera pas, elle sera dans le déni, mais d'insister et d'être présent et d'être là Mmh. et d'attendre le moment où elle aura le déclic parce que malheureusement, c'est qu'elle qui aura le déclic. Et pour après, une fois qu'elle part, c'est aussi pour ça que je témoigne aujourd'hui, parce que c'est aussi un sujet, que j'entends dont j'entends parler partout, c'est ne pas nier ce qu'elle a vécu. Faut pas lui dire: «C'est bon, il y a pire, c'est pas grave», parce que oui, c'est bon, on t'ampute d'un bras, c'est bon, il y a pire, il y en a qui sont amputés des 2 bras, mais il y a toujours pire, c'est sûr. Mais faut pas nier, ni négliger, ni minimiser ce qu'elle a vécu, parce que même si c'est juste un mot, même si c'est juste un geste, ça peut détruire une vie Mmh. et donc aux proches, soyez là et juste admettez sa douleur, admettez, sa souffrance. C'est pas d'en faire une victime non plus, c'est pas le but, mais juste de l'entendre et d'être présent, en fait. Qu'est-ce que tu lui dirais à la Julie, d'avant, d'il y a 20 ans? Je lui dirais que, des moments très durs arrivent, mais que le meilleur est après. La carte blanche, c'est très simple, c'est que, je vais te laisser parler Mmh mh. du thème que tu as voulu aborder aujourd'hui et le but, c'est que je ne t'interromps pas. Tu dis ce que tu as envie de dire, de la façon dont tu as envie de dire. C'est toi la maîtresse de ta parole. Aux personnes qui vivent des violences, que rien n'est figé, qu'il faut surtout pas hésiter à se faire accompagner. Ce que moi je conseillerais dans un premier temps, c'est vraiment un suivi psychiatrique ou psychologique, vraiment un vrai suivi avec des personnes, qui sont expertes dans le domaine, des violences et ensuite effectivement varier les accompagnements, mais dans tous les cas ne pas rester seul, d'autant plus si les proches ne sont pas présents. Se faire accompagner par des personnes qui reconnaissent la douleur, la Mmh. souffrance, parce que s'il y a pas de reconnaissance de ça, guérir, devient vraiment compliqué. Plusieurs numéros de téléphone qui existent. Il y a le 115, Ouais. numéro d'urgence sociale. Il y a le 3919, numéro national destiné aux femmes victimes de violences. Il y a aussi des associations, Tarmac, je crois. Tarmac, Solidarité Femmes 72, d'autres aussi, mais Mmh. effectivement qui proposent, des solutions, des hébergements d'urgence, qui prennent en charge vraiment les personnes, hommes, femmes qui vivent des violences et qui doivent partir, donc il existe des solutions. À l'époque, je les connaissais pas, D'accord. mais aujourd'hui, en plus, je pense que ça s'est développé, mais il faut pas hésiter, faut vraiment pas rester seul et savoir bien s'entourer. Merci beaucoup Julie. Merci à toi.